à chaque crise, il y avait un discours qui disait qu'on ne pouvait plus aider. On a été des cigales, on a trop dépensé, et là on n'a plus rien, donc on ne pourra pas dépenser. Il faut vraiment que les gens aient en tête que quand il y a un déficit de l'État, il y a quelqu'un dans l'économie qui a un excédent, qui profite de ce déficit. Si ce déficit profite à des gens qui n'ont pas besoin, si vous faites des aides aux entreprises qui profitent majoritairement au 440, si vous faites le CICE qui a profité majoritairement au 440 et parfois à des pays étrangers, l'État prend son déficit pour des excédents à des gens qui n'en ont pas besoin. Bonjour tout le monde, je suis ravie de vous retrouver pour un nouvel épisode de l'Instant Porcher. Aux médias, on a un message très important à vous partager. Nous avons besoin de 10 000 donateurs mensuels avant le 30 juillet. Notre survie en dépend. Alors soyons fous, faites partie des 3 000 premiers donateurs avant la fin du mois. À partir de quelques euros par mois et défiscalisable, permettez aux premiers médias télé indés de France d'exister. Rendez-vous sur cap.lemediatv.fr. Notre survie ne dépend que de vous. Bonjour Thomas. Salut Lisa. Alors avec toi aujourd'hui au programme, le gouvernement tente de mettre des rustines sur la crise du carburant. On va décrypter tout ça, c'est parti. Sébastien Lecornu, notre Premier ministre, a enfin décidé de mettre en place des actions à propos du prix du carburant alors que la guerre au Moyen-Orient, déclenchée par Israël et les États-Unis, s'enlise. Le chef du gouvernement a mené une conférence de presse jeudi dernier et a affirmé son obsession. Le pays doit tourner. Pas de blocage des prix à l'horizon. Sébastien Lecornu refuse toute baisse générale indiscriminée de la fiscalité sur le carburant. Alors voici quelques mesures annoncées. 710 millions d'euros d'aides supplémentaires pour les travailleurs et entreprises dans le besoin. Ça fait 1,2 milliard en tout. Les aides au secteur de l'agriculture, des transports routiers ou encore de la pêche sont reconduites pour 3 mois. L'indemnité pour les travailleurs modestes grands rouleurs aussi, avec un plafond qui passe à 100 euros contre 50 auparavant. Les indemnités de déplacement ou kilométriques pour les fonctionnaires et aides à domicile sont augmentées. Et le plafond de la prime carburant passera de 300 à 600 euros par an. Elle est défiscalisée, versée par les entreprises aux salariés dépendant de leur véhicule pour se rendre au travail. Et dorénavant, les critères d'attribution sont supprimés. On fait confiance au patron. Thomas, là, le gouvernement a acté que la crise va durer. Qu'est-ce que tu penses de cette analyse ? Alors, c'est déjà, là, ils reviennent à quelque chose de réel. Pendant très longtemps, ils ont tourné autour du pot. On se souvient, Roland Lescure, qui ne voulait pas appeler ça un choc pétrolier, parce qu'il disait, si j'appelle ça un choc pétrolier, derrière, je vais devoir mettre des mesures d'une autre ampleur. Là, ils ont reconnu qu'ils devaient changer d'échelle. C'est ce qu'ils ont dit, hein. On change d'échelle sur la stratégie. Ils ont reconnu qu'il fallait avoir une vision quand même de moyen terme. Et que c'était une guerre qui avait un impact. Ils n'ont pas voulu parler de crise, ils ont répété le mot impact sur l'économie. Donc là-dessus, sur le constat, je partage. Par contre, sur la stratégie de continuer à cibler de cette façon-là, là, très clairement, pour moi, c'est pas la bonne stratégie. C'est ça, parce que là, ce qu'on a vu, c'est des mesures très ciblées, temporaires. Ça va pas trop avec l'analyse du fait qu'on est dans une crise qui s'enlise, là. Oui, tout à fait. C'est des mesures, en fait, qui concernent, grosso modo, si on prend tout l'ensemble des mesures, c'est-à-dire les mesures sur les secteurs, les mesures sur les gros rouleurs que tu as rappelé, on touche 3 millions de personnes. C'est-à-dire qu'on laisse la majorité des gens sans aucune mesure. Alors qu'il y a des effets de seuil, hein, il y a des gens parfois qui sont au-dessus du revenu fiscal pour bénéficier de cette espèce de prime grand rouleur qui vont être impactés, qui font des ajustements, hein, qui prennent moins leur voiture autant que possible. Il va y avoir les départs en vacances. Donc les gens s'adaptent alors qu'on pouvait faire différemment. On pouvait trouver... On pouvait faire un blocage des prix dont on va parler après, qui aurait touché plus de monde et qui n'aurait pas coûté plus cher. En fait, ils ont ciblé comme ça parce qu'ils ne veulent pas dépenser plus de 1,2 milliard. Là, ils ont rajouté 700 millions. Ils ne veulent pas aller au-delà. À l'ancienne crise, en 2022, ils avaient mis 10 milliards sur la table. Là, ils veulent mettre 10 fois moins pour des raisons de déficit. Mais il y avait d'autres moyens pour le même prix. Il n'y a pas de... J'ai l'impression on parle quand même d'un État, en plus d'une grosse puissance économique. Il n'y a pas de plan de long terme ou de mesures sur le fonctionnement économique même, en fait. Alors, il y a l'électrification. On a parlé, il a dit, voilà, on va augmenter l'électrification. Ça, c'est un plan de long terme. C'est vrai que pour que l'électrification fonctionne, il faut avoir la vision de long terme. Il faut qu'il y ait quand même sur la logistique tout qui puisse se mettre en place. C'est-à-dire que si on électrifie, par exemple, les voitures, mais qu'on n'a pas la capacité à produire des voitures
peu chères, qui seraient à la disposition des consommateurs français, ça va profiter majoritairement à l'industrie chinoise ou à l'industrie américaine. On désindustrialise, mais on veut mettre un plan sur l'électrification. C'est pas très logique. Exactement. Donc ça, sur les réponses de long terme, ils ont parlé d'électrification. Après, on pourrait parler de la poursuite, par exemple, de la création de transports en commun, du fait de ne pas ouvrir la SNCF à la concurrence, de ne pas couper dans des tronçons qu'on juge peu rentables. Il y a plein de choses, d'investir dans la SNCF. Parce que quand le transport fonctionne bien, il n'y a plus de raison de prendre l'automobile ni l'avion. On le voit bien sur des lignes où vous pouvez aller à Bordeaux en 2 heures ou à Marseille en 3 heures. La voiture est tout de suite évincée. Donc il n'y avait pas de plan, il y avait juste l'électrification. Après, on pouvait faire différemment. Enfin, on a bien compris que l'obsession du gouvernement, c'est de ne pas mettre 1 euro en plus. Ils ne veulent pas mettre 1 euro en plus, ils ont peur du déficit. On a bien compris. On pouvait faire autrement et vraiment en avoir pour le même prix. Par exemple, le blocage des prix, on l'a souvent dit ici. C'est pas quelque chose de farfelu, c'est prévu dans le code du commerce. Il faut faire attention, bien sûr, parce que c'est un produit fluctuant. C'est pas comme le gel hydroalcoolique dont les prix ont été bloqués ou les masques dont les prix ont été bloqués, qui là n'ont pas de prix fluctuant. Mais le rôle du gouvernement, c'était plutôt que de laisser les opérateurs bloquer leurs prix eux-mêmes, comme le fait Total ou comme veulent le faire parfois avec des remises les grandes et moyennes surfaces, c'était de réunir ces opérateurs qui ne sont pas si nombreux que ça, c'est un marché oligopolistique, de fixer déjà un premier prix qui soit identique entre les grandes et moyennes surfaces et Total, qui vont profiter très clairement de l'inflation et qui en ont profité. Je veux dire, on a un cas d'école il y a 2 ans. Hein. Ils ont fait des super profits. Donc, on fixe un prix, on voit à quel niveau ils peuvent le fixer, on discute avec eux, on impose un rapport de force, et ensuite, on s'occupe des petits indépendants qui sont une petite part du volume global et qui sont représentés par un certain nombre de gens qui représentent ces petits indépendants. Et là, effectivement, on peut les couvrir eux, en partie pour protéger leurs marges, ce qui coûterait, quand on prend tout ça, quasiment le même prix. Sauf que quand vous bloquez les prix là, vous avantagez l'ensemble des Français. Vous avez un prix fixe, lisible, qui profite à l'ensemble des Français. Là, les mesures qui sont prises ne profitent qu'à 3 millions de Français maximum. Avec on sait très bien toutes les barrières administratives qui sont mises en place. Tu dois aller le faire, télécharger le dossier sur Internet, ça prend du temps. Ils savent très bien qu'en faisant ça, il y a une partie des gens qui sont éligibles mais qui ne vont pas le demander. Donc là, on aurait une mesure qui protégerait l'ensemble des Français avec le blocage des prix et qui coûterait au final... Pareil, 1 milliard, peut-être 2 milliards, allez, maximum, mais pas grand-chose en réalité. Et donc, on pourrait protéger les Français à moindre coût. Mais ce choix a été écarté parce que pour eux, c'est un choix politique. Parce qu'à mon avis aussi, ils sont mal conseillés par des gens qui disent que ça va créer des pénuries. Donc, on évacue le problème, comme on avait évacué le fait d'indexer une partie des salaires sur les prix à l'époque. En disant non, ça va faire augmenter les prix, on ne veut pas en parler. Non, il faut prendre toutes les situations et voir celle qui fonctionne le mieux. Alors, on a bien vu ces mesures-là. Alors, attention, parce qu'à l'heure où on nous crie déficit, dette, économie, Sébastien Lecornu, il perd pas le nord. Et il a bien prévenu que les mesures d'aide ont un coût et qu'un, je cite, certain nombre d'économies seraient nécessaires. Thomas, encore une fois, quand on a quelque chose d'un côté, on le paie de l'autre. Bien sûr. Là, on est face à une crise, très clairement. En plus, le gouvernement pourrait se dédouaner. Ce n'est pas une crise qu'il a créée, là. C'est une crise qui vient d'une guerre. Tout comme la crise du Covid venait de l'extérieur, c'est pas pareil que la crise des Gilets jaunes qui venait d'une mesure appliquée par le gouvernement. Donc il pourrait se dire, écoutez, face à cette crise, je choisis de protéger les Français et je creuse un peu mon déficit. Enfin, que le déficit soit à 5 ou à 6, ça ne changera pas grand-chose. Hein. Là, il va déjà même pas être à 5, il va peut-être être un peu plus élevé. Donc bon, voilà, on protège un peu plus. Mais comme il veut absolument tenir cet engagement de réduction du déficit uniquement pour paraître bien devant les partenaires européens, parce que personne d'autre nous oblige. On s'en fout, en fait. Voilà, enfin oui, personne d'autre, rien ne nous oblige techniquement à s'imposer ce 5%. Donc, il décide de faire ça, et donc ce qu'il va donner d'un côté, il va le reprendre de l'autre, ce qui, d'un point de vue macroéconomique, va être très mauvais, parce qu'il donne pour compenser un effet négatif. Normalement, qui doit avoir un effet positif sur la croissance. C'est pour ça qu'il donne, il compose l'effet négatif pour un effet positif sur la croissance. Là, s'il donne et qu'il reprend de l'autre côté, l'effet est neutre sur la croissance économique et même sur la réduction des déficits au final. Et en plus, dans tout ça, on n'a aucune mesure sur les profiteurs de crise, sur les super profits, notamment Total. On a encore vu des bénéfices records et là, on leur demande rien du tout. Non, rien du tout. On leur demande rien du tout. Alors, on pourrait mettre effectivement cette taxe sur les super profits et faire en sorte, encore une fois, d'avoir une taxe un peu plus innovante qui permet d'aller chercher des profits qui sont faits à l'extérieur et de l'optimisation fiscale abusive, comme on l'a dit. Et puis, il y a la deuxième solution que j'ai avancée juste un petit peu avant, qui est vraiment de bloquer les prix pour établir un rapport de force.
Parce qu'en bloquant les prix au niveau qu'on veut, finalement, on fait perdre un petit peu de profit, un peu plus qu'il consent en perdre Total en bloquant ses prix. Et on impose un rapport de force avec le distributeur pour servir le consommateur. Mais c'est une piste qui n'est pas... En fait, on se rend bien compte que là, ils veulent dire quand même qu'ils aident, donc ils ciblent pour avoir pas trop d'argent à dépenser, mais pour dire qu'ils aident quand même s'ils estiment avoir changé d'échelle, oui, ils donnent un peu plus, mais voilà, mais ils ciblent énormément, tout en tenant un discours en disant que c'est quand même quelque chose de grave, une guerre, qu'il faut prendre ça au sérieux, avec fort impact sur l'économie. Mais la partie prenante de ceux qui vont en profiter et qui ne vont pas être affectés par ça, qui en profitent, là, on la passe sous silence. Et justement, est-ce que quand on est un État aussi puissant en plus, on doit absolument penser économie et déficit quand on est devant une crise là ? Mais non, pas du tout. Non, on l'a bien vu. Ça va faire pire que mieux, parce que si tu appauvris encore plus, si tu n'injectes pas, donc du coup tu vas appauvrir de fait les Français. Et donc, du coup, ça ne va pas relancer l'activité économique. Donc, en fait, tu veux ne pas dépenser pour ne pas créer un déficit, mais au final, tu plombes l'activité économique qui va créer un déficit. En fait, c'est pas logique. Exactement. Tu as entièrement raison. Et ce qu'ont trouvé les libéraux comme excuse, c'est de dire, regardez, là, cette fois-ci, on n'a plus rien. On a été des cigales et on a trop dépensé. Et là, on n'a plus rien, donc on ne pourra pas dépenser. Donc, je vous laisse avec vos problèmes, les Français. Voilà, c'est un peu ça l'idée. On a fait déraper nos déficits. Sur l'histoire du dérapage, chacun tient toujours son explication. Hein. Nous, on sait que le dérapage est en partie dû, une très grosse partie, à la politique fiscale qu'a fait Macron. Oui, c'est quand on baisse les recettes, c'est normal qu'il y ait un déficit. Mais là, ils disent non, on doit réduire les déficits, on a dérapé, donc on ne peut plus aider les gens. C'est ça l'idée. Mais en fait, ce discours, alors là, il est poussé vraiment au maximum. Ils sont contents, même, on dirait qu'ils sont très contents que ça se soit comme ça pour dire on ne pourra pas vous aider. En réalité, à chaque fois, à chaque crise, il y avait un discours avant la crise qui disait qu'on ne pouvait plus aider. Le rapport Pébro, je crois que c'était en 2005 ou 2006, avant la crise 2008, la dette est un problème, on doit faire la prochaine décennie des économies, c'est horrible, etc. La crise de 2008 arrive, on verse des milliards, mais des milliards pour éteindre le feu, qui profitent majoritairement aux banques et aux grandes entreprises. Oui, là, il y a de l'argent. Voilà, il y a de l'argent. Puis on rentre dans une phase d'austérité, le Covid arrive, quelques mois avant, Macron qui dit à cette pauvre aide-soignante du CHU de Rouen qu'il n'y a pas d'argent magique, qu'on ne peut plus mettre d'argent et tout. Et là, on verse des milliards. L'économie pendant le Covid a fonctionné quasiment sur une économie 100% publique, quoi. Les autres étaient à l'arrêt, on était à l'arrêt. L'inflation, on a mis aussi quand même pas mal d'argent pour soutenir les... Et là, ils disent, on a cette excuse encore de dire, voilà, on peut plus. En fait, c'est un choix. On peut, bien sûr qu'on peut. Et puis, on peut faire aussi différemment à moindre coût, comme je l'ai dit. Donc, non, c'est une façon de dire, voilà, on ne peut rien faire. Et là, ils ont la bonne excuse pour dire qu'on ne peut rien faire. C'est encore ce truc de quand il y a une crise, c'est comme tu l'as dit, on a mis des milliards 2008, des milliards au Covid, etc. Ça ne tourne que sur l'argent public. Et à chaque fois, quand il y a des dividendes records, les actionnaires nous disent, oui, mais c'est normal qu'on ait des dividendes parce que c'est nous qui prenons tous les risques. Quand il y a une crise, les actionnaires, on ne les voit plus. Il n'y a pas d'argent privé pour sortir de la crise, en fait. Bien sûr, c'est toujours le public qui éteint le feu. Et d'ailleurs, les actionnaires continuent à gagner de l'argent, même quand pendant le Covid, ils ont gagné beaucoup d'argent, avec de l'argent public qui leur a permis de préserver un fonctionnement dans une économie qui ne fonctionnait pas. Mais bon, donc on socialise les pertes, on privatise les gains. Oui, ça a toujours été comme ça. Ouais. Mais normalement, si tout le monde était d'accord sur ce constat, le problème, c'est qu'après coup, quand on est sorti de la crise, les acteurs, les représentants du secteur privé ou les actionnaires, enfin, tous les think tanks représentant le patronat accusent le public d'avoir trop dépensé en s'attaquant toujours au modèle social. C'est le pyromane qui accuse le pompier d'avoir fait une inondation. On dit, on a trop dépensé, d'accord, mais vous avez trop dépensé à cause des retraites, etc. Et on se souvient, moi, pendant le Covid, il y a eu le chômage partiel qui a vraiment affaibli l'assurance chômage. Enfin, puisqu'on a donné vraiment beaucoup de chômage partiel à des gens qui ne pouvaient pas travailler. Donc ça a profité à tout le monde. Et quand on est arrivé à la fin du Covid, on a dit, regardez, l'assurance chômage est déficitaire, il faut la réformer. Donc, donc c'est souvent comme ça que ça marche. Ouais. Et en plus, les taux d'intérêt de la France ont augmenté, donc on nous dit qu'on est complètement bloqué. Alors, ils ont augmenté, mais ils augmentent dans toute la zone euro. Ils ont augmenté, alors ils restent toujours très en dessous des États-Unis, très, très en dessous du Royaume-Uni. Ils ont augmenté partout. Ils sont entre, on va dire 3 et 4, quoi, grosso modo, %. Mais il ne faut jamais oublier qu'un taux d'intérêt, on doit toujours le mettre en fonction de l'inflation. Et l'inflation augmente un peu. Donc, quand vous regardez le
quand vous regardez finalement le taux d'intérêt nominal et que vous déduisez l'inflation pour avoir le taux d'intérêt réel, ce que l'on dit en économie, là on a des taux d'intérêt réels qui sont extrêmement faibles. Et là on est au taux d'intérêt de 2008, du moment de la crise 2008 qui était une grosse crise, où on avait effectivement une inflation aussi un peu plus élevée à cause des prix du pétrole. Donc balancer le taux d'intérêt qui augmente vraiment dans l'épaisseur du trait, qui reste quand même en dessous de l'Italie, en dessous du Royaume-Uni, des États-Unis. Le mettre comme ça, c'est encore un argument pour dire regardez, on a peur, alors qu'il est vraiment, mais alors il reste encore très très faible, beaucoup plus faible que dans les années 90. Pendant cette conférence de presse là, Sébastien Lecornu, il a répété à plusieurs reprises qu'il ne faut pas emmerder les Français. Qu'est-ce que ça veut dire? Et est-ce que c'est pas un peu raté? Je pense qu'il a pris en compte la leçon des Gilets jaunes, où ils ont voulu taxer les Français. Il a pris en compte aussi tout un tas de mesures comme ça qui embêtaient les Français. C'est une façon de dire, bon, je ne vais pas vous emmerder, je vais vous laisser vous ajuster, mais je ne vais pas vous aider non plus. Voilà. Je pense que c'est ça. Comme il est incapable d'aider très fortement les Français, donc il ne veut pas leur imposer de conditions. Donc il dit les Français se sont ajustés d'eux-mêmes, ce qui est vrai, ce qui est quand même vrai quand on regarde les chiffres. La consommation de carburant a baissé, elle a vraiment baissé fortement. Donc les Français se sont adaptés comme ils pouvaient. Mais après, comme il n'offre pas des aides à la majorité des Français, il peut juste vous dire ça. Je vous garantis que comme je vous offre pas grand-chose ou rien, je vous laisse Ouais, bon, ils sont un peu emmerdés du coup. Oui. Ou laissés dans leur merde, c'est pas pareil. Voilà, c'est plutôt ça. Dans le même temps, la Commission européenne prévoit une dégradation de l'activité économique, on en a parlé. La Commission européenne et le Fonds monétaire international tablent respectivement sur une croissance de 0,8% et de 0,7% pour la France en 2026. Et c'est déjà une prévision inférieure à celle du gouvernement qui était plus 0,9%. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que c'est crédible et est-ce qu'il faut s'inquiéter? Quand on regarde la prévision, tu l'as très bien dit, à 0,9%, qu'on prend les prix du pétrole, ça fait déjà maintenant quand même 4-5 mois qui sont élevés. Si ça continue comme ça, on devrait avoir une croissance quand même beaucoup plus faible. C'est-à-dire que là, la prévision, c'est 0,8, comme tu l'as dit, par la Commission, 0,7 par le FMI. Peut-être qu'avec la hausse des prix du pétrole, on serait plutôt à 0,5, 0,6. Mais ce qu'il faut noter, peut-être même plutôt 0,5 que 0,6, mais bon. Mais ce qu'il faut noter, et là, Roland Lescure l'a rappelé hier, c'est ce qui soutient l'économie, là, ce sont les amortisseurs sociaux. C'est ça. Et lui-même l'a dit. C'est le fait que le SMIC va augmenter au niveau de l'inflation, c'est le fait qu'il y a les primes d'activité et tout un tas de choses. Donc, quand l'économie va mal, encore une fois, c'est les stabilisateurs automatiques, les amortisseurs sociaux qui prennent le relais pour tenir la consommation. C'est pour ça que là, vouloir casser dans ces amortisseurs sociaux, vouloir faire des économies supplémentaires ailleurs, comme ils veulent le faire, tout en aidant qu'une partie des Français, il y a une partie de la crise qui est due à l'extérieur, mais une autre partie qui peut être fabriquée, qui peut accompagner cette crise par des décisions politiques qui sont prises par le gouvernement. Par rapport à tout ça, comment tu vois les débats et les prévisions sur le budget 2027, en plus qui sera à quelques mois des présidentielles? Ça va être encore une fois... Ça va être très tendu. Moi, je pense que ça va être... Je ne vois pas... On va avoir un gouvernement qui nous dit il y a une crise, il y a une guerre, etc. Et en même temps, il faut faire un budget austéritaire. Ça ne va pas ensemble. Oui, ça va et pas en même ensemble. temps, ils disent que ce n'est pas de l'austérité et que ce n'est pas une crise, blablabla. Et qu'au final, ça affaiblit toujours la même chose. On le sait, les services publics et le modèle social français qui protège les plus fragiles. Moi, je pense qu'on va être vraiment sur quelque chose d'encore plus tendu que le dernier budget et qui va préparer la présidentielle. Où il va y avoir, comme on l'a dit souvent ici, mais c'est important que les gens aient ça en tête, il va y avoir tous ceux qui se soumettent finalement à cette histoire de déficit, à cette histoire vraiment racontée en disant voilà, on ne peut plus rien faire, c'est fini, etc. Il va y avoir des gens de gauche, je pense là-dedans aussi. Et il va y avoir ceux qui... il peut y avoir des gens qui vont... De gauche. De gauche. Voilà. Mais je pense que ça va aller du RN à une partie du centre-gauche qui se dit, c'est très important, c'est très grave, pour se donner, souvent pas parce qu'ils y comprennent quelque chose, et pour se donner un air un peu sérieux. Pour dire, regardez, on est sérieux, nous. Donc, il y a les autres qui vont se dire, il y a des marges de manœuvre, on peut faire autrement, on va utiliser ce déficit pour protéger une grosse partie des Français. Il faut vraiment que les gens aient en tête, et on le dit souvent ici, mais on va le répéter, parce que les libéraux répètent tout le temps les choses, que quand il y a un déficit de l'État, il y a quelqu'un dans l'économie qui a un excédent, qui profite de ce déficit. Si ce déficit profite à des gens qui n'ont pas besoin de ça, à savoir l'impôt sur les grandes fortunes, où là, vous leur redonnez 4 milliards, donc vous prenez un déficit, vous redonnez 4 milliards à des gens qui ont 25% du patrimoine français. C'est pas bon.
Si vous baissez, vous faites des aides aux entreprises qui profitent majoritairement au CAC 40. Si vous faites le CICE qui a profité majoritairement au CAC 40 et parfois à des pays étrangers, l'État prend son déficit pour des excédents à des gens qui n'en ont pas besoin. Si vous prenez un déficit pour des gens qui en ont vraiment besoin, le déficit de l'État, dans ce cas-là, est parfaitement acceptable et bon. C'est-à-dire que vous l'avez pris, c'est l'État qui le prend et qui le donne à des gens qui en ont besoin. Puis, au-delà de la cause sociale, si on prend un peu le truc cynique très éco, ça revient en plus. Voilà. D'aider les gens. Ça revient. C'est comme ça qu'on remonte une activité économique aussi. Tout à fait. Parce que la plupart des gens qui sont aidés, l'assurance maladie, elle profite au secteur privé. Hein. Elle rembourse des médicaments, elle paye de la médecine libérale. Donc, elle aide le service. Vous retirez ça, c'est le service privé de la médecine, les médicaments, les professions libérales, comme les médecins qui en pâtissent. L'assurance chômage, les retraites, la grande majorité sont dépensées en France. Le service public, il est non délocalisable et il est ici. Après, la vraie question, c'est à partir de quand nous ne pouvons plus toucher à ce déficit ? Nous ne pouvons plus y toucher, et nous l'avons dit plusieurs fois, quand les taux d'intérêt explosent, ce qui n'est pas le cas, quand les gens ne veulent plus acheter de notre dette, ce qui n'est pas le cas. Donc techniquement, nous avons encore des marges de manœuvre, très clairement. Et après, il faut avoir le courage de le dire et le courage de le faire. Qui aura le courage de le faire ? C'est la vraie question qui se posera en 2027. Oui, c'est sûr, ça va éclaircir bien des positions, notamment aussi à l'extrême droite. On le regarde, qui font semblant d'être proches du peuple, etc. Et quand on voit, quand il faut voter ou ce genre de choses, soit le programme économique ne veut rien dire, soit ils sont quand même placés du côté des libéraux, quoi. Ah bah là, de plus en plus. On va voir comment... Parce que là, de plus en plus, très clairement, c'est des baisses d'impôts très fortes, des compensations assez particulières. Donc, oui, je pense qu'à un moment, il va y avoir les preuves quand même de la crédibilité du programme dans son ensemble. Merci à vous chez vous. Je le rappelle, le média a absolument besoin de vous. Nous devons réunir 10 000 donateurs mensuels avant le 30 juillet pour assurer la survie du média et continuer à décrypter tout ça l'année prochaine. À un an de 2027, garantir un média audiovisuel indépendant qui produit un véritable contre-discours est vital pour la démocratie. Alors faites partie des 10 000, sauvez le média à partir de quelques euros par mois et défiscalisable. Rendez-vous sur capsurdicap.lemediatv.fr. Spectateurs, abonnés, donatrices et sociaux, je vous dis à la semaine prochaine.